Connaissez-vous vraiment Chateaubriand? Ah oui, François-René de Chateaubriand, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, ou du génie du christianisme, me diriez-vous? Réponse instantanée, mais tout aussi inexacte. Le Chateaubriand dont je vais vous parler aujourd'hui se termine par un T, et les deux écrivains n'ont aucun lien de parenté. Alphonse de Chateaubriand est né en 1877 et est mort en 1951, tandis que Chateaubriand, avec un D, est né en 1768 et est mort en 1848. Un siècle les sépare. Pourtant, tout le monde connaît Chateaubriand avec un D, mais tout le monde a oublié Chateaubriand avec un T. Pourquoi a-t-il été oublié? Lui, l'auteur de Monsieur Deslourdines, prix Goncourt en 1911, et de La Brière, Grand Prix du roman de l'Académie française en 1923, qui sera tiré à près de 600 000 exemplaires, plus fort tirage de l'entre-deux-guerres. Un écrivain si talentueux n'aurait pas dû être oublié de la sorte. Qu'a-t-il fait pour être effacé de la mémoire de ses contemporains? C'est tout l'objet de ma vidéo. Alphonse René-Marie de Bredenbecq de Chateaubriand naît dans la nuit du 24 au 25 mars 1877 dans un petit village près de Rennes. Sa famille est issue d'une longue lignée de Bataves arrivés des Pays-Bas en France au XVIIe siècle. Ils se convertissent progressivement au catholicisme après la révocation de l'édit de Nantes et acquièrent les droits féodaux de la seigneurie de Chateaubriand sur la paroisse de Saint-Gemme-sur-Loire en 1690. Les parents de Chateaubriand, Alphonse et Marie-Louise, partent vivre en Bretagne où naîtra leur premier enfant, qui prendra le prénom de son père, Alphonse. L'enfant aimera ce décor breton dans lequel il passe ses premières années. Sa mère décède de maladie le 20 février 1883, à 27 ans. L'aîné de la famille voit ses années d'enfance être désormais imprégnées par la figure de son père. Dans la demeure familiale, il apprend à lire, à écrire et reçoit ses premiers cours de catéchisme. Il entre à l'externat des enfants nantais, établissement fondé par Monseigneur Jacquemet, évêque de Nantes. Puis, quelques années après, le baccalauréat en poche, il décide de préparer le concours de l'ENS section lettres. Puis change de direction et souhaite désormais préparer le concours de Saint-Cyr. Il échoue et rejoint finalement le 13e cuirassier de Chartres. Le 13 novembre 1900, il quitte l'armée avec le grade de brigadier et décide de se mettre à l'écriture. Alors que la France se déchire autour de l'affaire Dreyfus, il prend parti pour le capitaine condamné en 1894. Il écoute les discours enflammés de Jean Jaurès et s'imprègne des écrits de Jean-Jacques Rousseau. C'est dans ces mêmes années qu'il abandonne la messe. Il rencontre Marguerite Eugénie Bachelot-Villeneuve, protestante, et il se marie civilement à Saint-Nazaire le 18 mai 1903. Le couple a 2 enfants, Guy, qui naît le 18 avril 1904, et Robert, le 3 novembre 1906. L'écriture sommeille en lui, mais les feuilles restent blanches. Le couple décide donc de déménager à Paris, afin que Chateaubriand puisse côtoyer les milieux littéraires parisiens. C'est là qu'il rencontre Romain Rolland, qui deviendra un très grand ami, son meilleur ami. Ils se rencontrent pour la première fois à Paris, en 1906, et tout semble alors les opposer. Ils n'ont pas le même âge, l'un vient de Vendée, l'autre de la Nièvre. Chateaubriand est issu de l'aristocratie provençale, Rolland de la bourgeoisie aisée, et surtout, Chateaubriand n'a encore rien écrit, tandis que Rolland est déjà une référence de la littérature française. Pourtant, une véritable amitié va naître de cette rencontre. Une amitié de toute épreuve, qui résistera au bouleversement des temps troublés du XXe siècle. 40 années d'amitié vont commencer, 40 années matérialisées par plusieurs centaines de lettres. Lettres de paix, lettres de guerre, ultime témoignage d'une amitié résistante aux affres de l'existence. Entre 1906 et 1911, Chateaubriand publie quelques courts récits dans plusieurs revues. Mais c'est en 1911 qu'il connaît enfin le succès, avec la parution de Monsieur Deslourdines. Il s'agit d'une œuvre majeure de l'histoire littéraire française du début du XXe siècle. L'auteur commence à écrire cette histoire en 1909, et elle paraît aux éditions Bernard Grasset au mois d'octobre 1911. Chateaubriand obtient le Goncourt, qui existe depuis 1903, au 7e tour, le 3 décembre 1911. Le livre atteint les 3000 exemplaires, puis les 6000 et les 18000 en août 1914. En 1943, Pierre de Hérin, le beau-fils du maréchal Pétain, le portera à l'écran. L'ouvrage aborde plusieurs thèmes
comme la décadence de la noblesse rurale, le retour de l'enfant prodige, les hauts et les bas de l'amour paternel, la rédemption par la musique. Chateaubriand, par cet ouvrage, introduira le thème central de son épopée littéraire, thème que l'on retrouvera dans La Brière et La Réponse du Seigneur. Ce thème, c'est que tout homme possède en lui la force susceptible de le délivrer du poids de la fatalité. Le charme du livre réside dans la capacité de Chateaubriand de décrire extrêmement bien les charmes de la campagne et les mystères de la forêt. Il devient, avec ce livre, un véritable poète de la réalité. Alphonse de Chateaubriand est mobilisé au cours du premier conflit mondial. Une expérience qui va le bouleverser et qui marquera toute sa vie. Sans comprendre son expérience du conflit, on ne peut pas comprendre le Chateaubriand des années 1940. Un parcours sans rappeler celui de Céline ou de Drieux-La Rochelle. L'année 1914 commence par le décès de son père, survenu le 4 février. Sur le plan de l'écriture, il commence la rédaction de son livre, La Brière. Mais la mort de son père l'affecte beaucoup. Il n'avance pas sur son travail et finit par faire une crise d'épuisement au printemps. Il est cependant mobilisé le 4 août en tant que brigadier de train et rejoint l'ambulance numéro 13 du 11e groupe d'ambulance d'armée. Nous connaissons l'expérience de la guerre vécue par Chateaubriand grâce à ses lettres qu'il envoie à sa femme et à ses enfants, mais aussi à Romain Rolland et à Louise Crupi, la petite fille d'Adolphe Crémieux. Il restera toujours en première ligne à s'occuper des blessés et refusera systématiquement d'être engagé à l'arrière. Il est très affecté par la mort de Péguy le 4 septembre 1914. Il servira en Belgique, dans la Marne, en Champagne, à Verdun, dans la Somme, à Argonne et dans l'Aisne. Il est hospitalisé pour maladie le 4 octobre 1918, quelque temps avant la fin du conflit le 11 novembre. Cette guerre va lui permettre de revenir au Christ, lui qui avait abandonné la religion dans sa jeunesse. La guerre confirme la figure antimatérialiste et antimoderniste de Chateaubriand. Il perçoit cette guerre comme une boucherie symptomatique de la décadence de l'Occident. Il s'en prend aux bourgeois et au nationalisme cocardier qu'il exècre. Sa lettre à sa femme, datée du 28 novembre 1918, est une véritable prophétie. L'avenir de l'Europe est bien sombre, mais coûte que coûte, nous marchons vers une Europe une, de plus en plus une. La grande coopération européenne serait actuellement, pour les peuples épuisés et intérieurement détruits dans leur hiérarchie, la seule arche de salut. Puis il ajoute, un peu plus loin, « Les peuples ne sont pas encore prêts à se convertir à la raison, à l'amour. Tout prépare la guerre. Dans 20 ans, nous aurons la guerre. » Entre Monsieur Deslourdines et La Brière, il va s'écouler 12 années. 12 années qui vont lui permettre de se concentrer sur son plus grand ouvrage, La Brière, grâce à qui il recevra le Grand Prix du roman de l'Académie française. Le livre est publié en 1923 dans la Revue universelle dirigée par les maurassiens Jacques Bainville et Henri Massis. Le choix peut surprendre étant donné l'éloignement idéologique entre Chateaubriand et Maurras. L'accueil n'en reste pas moins excellent et en mai, l'Académie française lui décerne son Grand Prix. En juin, le livre s'est déjà vendu à 80 000 exemplaires et la critique semble unanime. Le journal Le Petit Parisien parlera de Chateaubriand comme le romancier le plus populaire de son temps, et Romain Rolland, son ami, lui dira que son nom est désormais inscrit dans l'histoire littéraire de la France et que personne ne pourra l'effacer. La Brière va connaître le plus fort tirage de l'entre-deux-guerres, soit 600 000 exemplaires, un triomphe pour Chateaubriand. Ce roman est avant tout une réinterprétation briéronne de Roméo et Juliette. C'est aussi une enquête policière. Le héros doit retrouver des lettres patentes perdues afin que le marais de la Brière puisse revenir de droit à ses habitants. Dominique Vénère résumera bien le roman. En 1933 paraît La Réponse du Seigneur. Cet ouvrage n'est pas le plus passionnant de Chateaubriand, mais il est utile pour nous car c'est dans ce livre qu'il développe cette conception vitale de la contemplation, cette recherche du sacré qui le mènera dans les abîmes de l'histoire. Robert Brasillac en fera une critique positive et Gabriel Marcel parlera d'une féerie apologétique. Cet ouvrage est une apologie de l'ancien ordre, de la noblesse, de l'inégalité entre les hommes, de la foi comme moteur de la société. On retrouve tous les thèmes chers à Chateaubriand, une pensée qu'il a construite progressivement et qu'il imprégnera jusqu'à la fin de sa vie.
Pour lui, chaque homme a le pouvoir, par la puissance divine, de dépasser la fatalité de son existence, de se racheter par ses propres efforts, ses propres inspirations. Ce livre, très empreint de mysticisme, peut expliquer l'engagement politique de Chateaubriand dans l'entre-deux-guerres et sous l'occupation. Chateaubriand est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1925 et est pressenti pour rentrer à l'Académie française. En 1934, Chateaubriand, alors âgé de 57 ans, va rencontrer une personne qui va changer sa vie. Cette personne, c'est Gabrielle Storm, née Castelot. Elle est la mère du célèbre historien André Castelot, connu pour ses deux ouvrages Bonaparte et Napoléon. De cette rencontre versaillaise, Chateaubriand habitant rue de l'Orangerie, va naître une profonde amitié assez indescriptible. Gabrielle Storm devient à la fois sa maîtresse et sa collaboratrice. En France et en Europe, le contexte intérieur et extérieur se tend. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier du Reich. Et le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite affrontent la police place de la Concorde. Ces événements sont déterminants pour de nombreux intellectuels, qui désormais se positionnent soit franchement à gauche, soit franchement à droite. Mais Chateaubriand semble encore assez éloigné de toute cette agitation politique et internationale. Il préfère se concentrer sur son œuvre littéraire. Entre 1935 et 1938, accompagné par Gabrielle Storm, Alphonse de Chateaubriand se rend 3 fois en Allemagne. Que vient-il y faire ? Il en parlera dans La Gerbe des Forces. Quelle raison me décida de partir pour l'Allemagne ? Si je m'analyse, je ne puis me cacher à moi-même que j'ai obéi à une nécessité, celle de trouver dans un peuple actuel un peu plus que des raisons de désespérer de l'homme. Il ajoute « Nulle paix n'étant réalisable pour l'Europe sans une extinction définitive du foyer qui ne cesse de brûler entre la France et l'Allemagne, j'ai voulu aller voir de quoi étaient faites les vérités françaises dans les pays d'outre-Rhin. » Alphonse de Chateaubriand, comme beaucoup d'anciens combattants, est hanté par la guerre et par le retour de celle-ci. Il préfère donc croire naïvement qu'Hitler apportera l'unité nécessaire à la paix en Europe. Si son premier voyage est poétique, son second, de l'été à l'automne 1936, est plus politique. Alphonse de Chateaubriand et Gabrielle Storm vont parcourir quelques 7000 km à travers toute l'Allemagne. Il prendra la parole devant plus de 9000 Hitlerjugend à Offenburg. Puis il assistera à l'ouverture des Jeux Olympiques, le 1er août. Les deux voyageurs se rendirent aussi à Bayreuth pour assister à une représentation du Lohengrin de Wagner, accompagné par Winfried Wagner, la belle-fille du compositeur. Ils sont aussi invités d'honneur du Reichsparteitag à Nuremberg. À la Toussaint, ils rencontrent Joseph Goebbels et Alfred Rosenberg, le philosophe et le théoricien officiel du régime. Leur découverte de l'Allemagne ne se limite pourtant pas aux officiels et aux soirées mondaines. Gabrielle Storm et Alphonse de Chateaubriand vont aussi se lancer dans une véritable découverte en profondeur de l'Allemagne et de ses habitants. Ainsi, ils voyagent de ville en ville, de campagne en campagne et de village en village. Ils vont à la rencontre des paysans, des bourgeois, des ouvriers, des commerçants, des industriels, des militaires, des journalistes et des prêtres. Mais Chateaubriand oubliera une catégorie de la population dans son voyage. Une catégorie pourtant fondamentale si l'on veut comprendre le véritable visage de l'Allemagne nazie. Cette catégorie, ce sont tous les oubliés du régime, les persécutés, juifs, communistes, libéraux et homosexuels. Le troisième voyage se déroule à l'été 1938, un an après la publication de La Gerbe des Forces. Ce voyage est la consécration finale pour Chateaubriand, qui rencontre enfin Hitler au Nid d'Aigle le 13 août. La mère d'André Castelot, servant d'interprète, les deux hommes discutent pendant plusieurs minutes. Chateaubriand finit par lui offrir un exemplaire de son livre, et Hitler ajoute « Monsieur, vous avez compris le national-socialisme mieux que 99% des Allemands. » Avant de se quitter, Chateaubriand déclare « J'ai dit à toute l'Allemagne, il existe entre nous des liens qui ont engendré un indescriptible souvenir. Nous avons échangé des idéaux. Nous nous sommes donné des exemples et des enseignements. Soyons équitables. Nous avons moins de raisons de nous haïr que de nous admirer réciproquement. Le national-socialisme est une nouvelle conception du monde. Il est impossible, sans la paix, que les esprits puissent s'adapter à cette conception. Une paix longue et profonde. » On s'aperçoit alors que Chateaubriand, dans son immense naïveté, sans doute liée à son pacifisme, pense que l'Allemagne agit en faveur de la paix européenne. L'histoire montrera tout le contraire. Mais revenons sur son ouvrage qui lui a valu une mise au ban national, La Gerbe des Forces, paru en 1937. En 1937, je n'étais qu'un petit socialiste bêta, cofondateur et animateur du centre laïque des Auberges de la Jeunesse, plein de bonne volonté et d'admiration pour Léon Blum. Entre eux et moi, brusquement, se dressa le dernier livre d'Alphonse de Chateaubriand. Je me souviens parfaitement de ce jour dramatique où je l'ouvris.
48 heures plus tard, j'étais devenu national-socialiste. La mutation subie ne m'effrayait pas. Elle répondait à tout. Cet aveu de l'écrivain collaborationniste Saint-Loup, de son vrai nom Marc Augier, symbolise la force de persuasion qu'a pu avoir cet ouvrage chez certains. Un ouvrage qui bouleverse, mais surtout qui scandalise. Sous certains aspects, ce livre s'apparente au Hitler de Louis Bertrand, ou au J'ai vu l'Allemagne de Marc Augier, un grand ami de Chateaubriand et collaborateur convaincu. Ce livre a de quoi choquer effectivement, et choquera, voire scandalisera le lecteur dès 1937. Avec la publication de ce livre, Chateaubriand est de facto exclu du domaine respectable et enterre toute sa carrière littéraire qui était pourtant en phase de devenir brillante. Son livre choque, disais-je, et pour une bonne raison. Chateaubriand, chrétien convaincu, rêve d'un retour à la chevalerie, aux ordres et à l'esprit du Moyen-Âge. Il vend l'Allemagne nationale-socialiste ce retour tant espéré. Ses grandes envolées lyriques laissent pantois. Envolées lyriques que je ne peux pas retranscrire ici, mais l'apologie du régime est revendiquée et assumée. Son analogie aussi entre le christianisme et le régime national-socialiste est consternante. Dans ce livre, Chateaubriand, emporté par son mysticisme, n'évoque pas un seul instant les victimes du régime. Il fait mine de les ignorer, sachant très bien que les premières persécutions et l'ouverture des premiers camps de concentration commencent dès 1933. Il ne fait par exemple aucune mention des protestations des évêques allemands contre les difficultés rencontrées par les catholiques, ni même de l'encyclique Mit brennender Sorge du pape Pie XI condamnant le racisme, le culte du chef et le paganisme du régime allemand. Curieux oubli pour un si fervent chrétien. Chose intéressante à noter, au moment où Chateaubriand est en Allemagne, son ami, Romain Rolland, est à Moscou. Tout semble les opposer politiquement et idéologiquement, mais leur amitié reste intacte. Un point commun cependant les rapproche, leur ignorance volontaire des crimes de ces deux régimes. Comme Chateaubriand, Romain Rolland n'aura aucun mot pour les victimes de Staline, une même attitude face aux deux grands dictateurs du XXe siècle. Hormis Saint-Loup, qui encense le livre, la critique de la gerbe des forces est sévère dans les milieux de droite, notamment au sein de l'Action française. Robert Brasillac qualifiera Chateaubriand de jocrisse du Valhalla et ajoutera « puérilité ». C'est le seul mot décent, le seul mot juste que l'on puisse employer pour ce livre, où l'on voit l'auteur s'agenouiller de page en page, avec un respect religieux, devant tout ce que représente l'Allemagne et l'hitlérisme. Certains intellectuels le qualifient même de traître. Le mot est lâché, il va suivre l'auteur pour le restant de ses jours. Lorsqu'en septembre 1939, la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, Chateaubriand, suspecté de germanophilie et sous la crainte d'une arrestation, préfère vivre caché avec Gabriel Storm dans l'Yonne à Noyer-sur-Serein. Ils vont y rester jusqu'en mai 1940, mais pour autant, l'auteur n'est pas introuvable pour ceux qui cherchent réellement. C'est le cas de Saint-Loup, qui souhaite absolument rencontrer l'auteur du livre qui a bouleversé sa vie. Les deux hommes finissent d'ailleurs par se rencontrer. Grâce au témoignage de Saint-Loup, il est plus facile de cerner la personnalité de Chateaubriand, mais surtout celle de sa fidèle accompagnatrice, Gabrielle Storm. Il écrit « C'était une Minerve à lunettes, fine, nerveuse, insupportablement intelligente, prodigieusement ambitieuse pour le maître, tout à la dévotion du grand homme, incapable d'attenter à son génie pour des fins matérialistes. » Effectivement, sans la rencontre avec Gabrielle Storm, Chateaubriand n'aurait jamais écrit La Gerbe des Forces et ne se serait jamais rendu au chevet du Führer. Le 10 mai marque le début de l'offensive éclair de la Wehrmacht contre la Belgique et la France. En l'espace de quelques jours, le front cède et la France subit la pire défaite de toute son histoire. Chateaubriand, comme des millions d'autres Français, fuit l'arrivée des Allemands. Au volant de sa Citroën, il va parcourir plusieurs étapes jusqu'au 20 juin, où il entend l'appel du maréchal Pétain. Il le sait désormais, il a un rôle à jouer dans cette révolution nationale. Il prend alors la décision de retourner sur Paris. Il s'installe dans une villa du Ranelagh dans le 16e arrondissement. Là-bas, il reçoit fréquemment Saint-Loup, qui devient un ami et un proche collaborateur. Passé le choc de la défaite et l'arrivée des Allemands, le retour au calme se fait progressivement. Petit à petit, les journaux français commencent à paraître de nouveau. C'est le cas par exemple du Matin, qui réapparaît dès le 17 juin, de Paris Soir, 5 jours plus tard, de la France au Travail, le 30 juin, et d'un nouveau journal, La Gerbe, le 10 juillet. Ce journal, qui a comme sous-titre hebdomadaire de la volonté française, a pour directeur Alphonse de Chateaubriand. Chateaubriand aurait été sollicité par Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, pour fonder un journal. Le nom aurait été trouvé par Saint-Loup en hommage au livre La Gerbe des Forces. Marc Augier devient ainsi le rédacteur en chef.
Le premier numéro est élaboré par Chateaubriand lui-même, Marc Augier, Gabriel et André Castelot, alors assez jeunes, et Ethel Moellhausen, un demi-juif d'après Saint-Loup. Mais la situation entre Chateaubriand et Moellhausen, qui écrit sous le pseudonyme d'Aimé Cazard, se tend rapidement. Si bien que Chateaubriand cesse de venir aux locaux du journal, situé alors rue Chauchat, dans le 9e arrondissement. Le 22 mai 1941, Saint-Loup, qui va rejoindre le front de l'Est, est remplacé par Camille Fégy. Camille Fégy est une personnalité intéressante. Il est le fondateur, en 1919, des Jeunesses communistes et ancien secrétaire de la rédaction de l'Humanité. Il suit Jacques Doriot lorsque ce dernier est exclu du parti et rejoint donc le Parti populaire français en 1936. À sa création, la Gerbe ne comprend que 4 pages. Puis le journal connaît rapidement un certain succès, l'obligeant à multiplier sa pagination. Limitée à 40 000 exemplaires au départ, la Gerbe sera finalement tirée à 140 000 exemplaires. Un bon chiffre certes, mais tout de même loin des 300 000 exemplaires de Je suis partout par exemple. Cependant, on retrouve dans la Gerbe des plumes prestigieuses, ce qui en fait un journal davantage littéraire que politique. Parmi celles-ci, on peut citer Abel Bonnard, Jean-Pierre Maxence, Marcel Péguy, Robert Brasillac, Jacques Chardonne, Paul Morand, Georges Blond, Jean Anouilh, Jean Giono, Henri de Monterland, Marcel Aimé, Paul Chac, Pierre Drieux-La Rochelle, Louis-Ferdinand Céline, Chacha Guitry, Jean Cocteau, Lucien Combel et Robert Valéry Rado. À cela s'ajoutent des metteurs en scène comme Charles Dulin et Jean-Louis Barrault. Vous le voyez, ce journal, bien qu'étant celui d'Alphonse de Chateaubriand, a une ligne plutôt éclectique et ne reflète pas toujours la pensée du patron. Ainsi, on retrouve des collaborateurs catholiques, tandis que d'autres sont païens. Certains viennent de droite, d'autres de gauche. Certains détestent Vichy, tandis que d'autres soutiennent ouvertement le régime. Mais à défaut d'une ligne éditoriale précise, quelques idées se dégagent néanmoins de l'hebdomadaire. La défense de l'Europe, la lutte contre le communisme, la nécessité d'une révolution nationale, la promotion d'une troisième voie économique, la défense de la personne du maréchal et le rejet de l'esprit bourgeois. Concernant le racisme et l'antisémitisme, la Gerbe n'atteint pas les sommets de Je suis partout ou au pilori. Mais on retrouve tout de même des écrits sulfureux sous les plumes de Georges Montandon, pourtant ancien Dreyfusard, et Clément Serpeil de Gobineau, petit-fils d'Arthur de Gobineau. Concernant Alphonse de Chateaubriand, pas la moindre trace d'antisémitisme. Il n'a pas écrit une ligne contre les juifs pendant toute la guerre, pendant toute sa vie. Chose encore plus intéressante, on retrouve même des articles philosémites. Le 29 août 1940 par exemple, un collaborateur écrit « Il faut redonner au peuple juif un espace vital juif, car chaque peuple a le droit à sa part de terre. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais humilier un grand peuple. Camarades juifs, une passionnante aventure est devant vous. Les pionniers de la Palestine l'ont déjà vécu. » Le 16 janvier 1941, un article fait même l'éloge funèbre d'Henri Bergson, grand philosophe né dans une famille juive. Tout cela explique le jugement amer que d'autres collaborateurs porteront à ce journal. Lucien Rebatté, par exemple, sera très critique de ce journal bien pensant de la collaboration, dira-t-il. Le dernier numéro, le 214, paraît le 17 août 1944, quelques jours avant la libération de Paris. Les locaux sont réquisitionnés par les libérateurs, puis par un nouveau journal, Action, un journal communiste dans lequel signera Jean-Paul Sartre. Mais à cette date, Chateaubriand est bien loin de Paris, nous y reviendrons. Après avoir évoqué la Gerbe, poursuivons sur l'engagement collaborationniste de Chateaubriand, engagement qui ne se limite pas à la création de ce journal. Alphonse de Chateaubriand prend la tête du groupe Collaboration le 7 février 1941. Le groupe Collaboration s'inscrit dans la droite ligne du comité France-Allemagne, fondé en 1935 et qui cessera ses activités au moment de l'entrée en guerre. Ce comité visait à améliorer les relations entre la France et l'Allemagne afin de parvenir à une paix européenne. Le groupe Collaboration vise à rassembler les Français partisans sincères de l'ordre nouveau et de la politique de collaboration. Il est composé de Chateaubriand comme président et de membres importants comme René Pichard-Dupage, conservateur de la bibliothèque de Versailles et cousin de Chateaubriand, mais aussi du cardinal Baudrillard et Abel Bonnard de l'Académie française, les écrivains Pierre Drieux-La Rochelle et Abel Herman, et enfin le marquis Melchior de Polignac. Le groupe s'installe dans un quartier chic de la capitale. Se voulant intellectuel, plus porté sur le littéraire que sur le politique, ce club s'oriente autour de domaines comme la littérature, la science, l'art, le juridique, l'économie et le social. Ses activités consistent en des conférences, des expositions, des tournées artistiques et de l'édition de brochures. Par exemple, le groupe Collaboration organise une réception en l'honneur du sculpteur allemand Arno Breker le 22 mai 1942. Y sont présents des peintres, mais aussi Paul Belmondo, le père de Jean-Paul Belmondo.
En 1943, ce groupe comprend déjà 62 comités locaux, dont 29 en zone nord, en zone occupée, et 33 en zone sud, en zone libre. Les conférences connaissent un certain succès, atteignant parfois les 3500 personnes. Ce groupe apparaît alors éloigné des partis et des cercles collaborationnistes et bénéficie ainsi d'une image plus respectable. Évoquons maintenant le mouvement de jeunesse du groupe Collaboration. Plus militant, ce mouvement porte le nom de Collaboration Jeunesse et comprend des jeunes entre 15 et 25 ans. Sous la direction de Marc Augy avant son départ au front, puis de Jacques Schweitzer ayant auparavant présidé les jeunesses nationales et sociales, le mouvement change de nom et devient les Jeunes de l'Europe Nouvelle. Il prend son essor à partir de ce mouvement. Leur devise est « Foi et action » et leur cri de ralliement est « France, Europe ». Les JEN organisent des congrès sur Paris et, entre le 14 et le 15 décembre 1942, participent à la veillée de l'Aiglon aux Invalides, dont les cendres furent rapatriées en 1940. Le mouvement revendiquait 40 000 adhérents, mais selon toute vraisemblance, il y en aurait eu à peine 1500. Face à l'avancée des troupes alliées, les JEN se divisent. Une partie rejoint naturellement la milice, tandis que l'autre, et cela est plus intriguant, rejoint la première armée du général de Lattre de Tassigny. À la Libération, Jacques Schweitzer est sur le banc des accusés, mais est finalement gracié. En effet, des résistants s'étant opposés à sa peine de mort, car il avait, pendant l'occupation, défendu et sauvé ces derniers. Il s'éteint le 29 mai 1981. Le 22 juin 1941, l'Allemagne se lance dans une grande croisade contre le bolchevisme. Cette opération Barbarossa est gigantesque. 4 millions de soldats allemands se lancent dans la plus grande opération militaire de l'histoire. À Paris, les principaux chefs collaborateurs se rassemblent afin de réfléchir à la marche à suivre. Il s'agit de Jacques Doriot, fondateur du Parti populaire français en 1936, de l'ancien socialiste Marcel Déat, fondateur en 1941 du Rassemblement national populaire, de l'ancien combattant Marcel Bucard à la tête du Parti franquiste, et enfin d'Eugène Deloncle qui dirige le mouvement social révolutionnaire depuis 1940. Le 8 juillet est créée la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la fameuse LVF. Le 9 décembre, la LVF se dote d'un comité d'honneur dans lequel siègent des personnalités comme Chateaubriand, Monseigneur Baudrillard, recteur de l'Institut catholique, Lucien Daudet, fils d'Alphonse et frère de Léon, et le père du cinéma Auguste Lumière. Le paroxysme de l'implication de Chateaubriand à la LVF sera sa participation le 16 avril 1944 à une grande réunion organisée au Vélodrome d'hiver intitulée « Les combattants de l'Est parlent au Français ». La réunion rassemble 12 500 participants. Chateaubriand assistera aussi au meeting de l'éphémère Front révolutionnaire national. Le 20 octobre 1941, un communiste assassine à Nantes le feldcommandant des troupes d'occupation de Loire-Inférieure. Hitler est informé et envisage de fusiller 100 otages en représailles. Le 28 octobre, 48 personnes sont fusillées. Le reste le sera dans 5 jours. Bouleversé par ce massacre, le maréchal Pétain songe alors à quitter Vichy pour se livrer lui-même comme otage aux Allemands. Ses ministres l'en dissuadent. Une course contre la montre s'engage alors pour sauver les otages. Le préfet de région, du département et le maire de Nantes adressent une lettre à Pétain et à Alphonse de Chateaubriand, leur demandant leur aide afin d'épargner les otages restants. Chateaubriand ne reste pas sourd à cet appel et contacte immédiatement son ami Otto Abetz pour qu'il use de son influence. De son côté, le cardinal Suard, archevêque de Paris et soutien de Pétain, entre en scène à la demande de l'évêque de Nantes. Il demande explicitement à Hitler de renoncer à cette folie. Finalement, le 28 octobre, les 50 otages sont épargnés. La sollicitation de Chateaubriand ne doit rien au hasard. Souvenez-vous de son passage à Nantes lors de ses jeunes années, où il a fréquenté le futur maire de Nantes au moment de cette affaire. Le maire, qui est en rondeau, le remerciera chaleureusement. Le 6 juin 1944, un second front est ouvert en Europe. Les forces américaines et leurs alliés se lancent par l'ouest à la conquête du Reich. Pour beaucoup de collaborateurs, c'est l'heure du tournant. Que faire? Rester et craindre des représailles des libérateurs? Ou fuir, quitte à être qualifié de lâche? Chateaubriand fait partie des ultras de la collaboration. Jusqu'au dernier moment, il va demander au régime de Vichy de rentrer en guerre avec l'Allemagne. Tragique aveuglement. Mais face à l'avancée des troupes, la fuite devient obligatoire. Il s'exile à Baden-Baden avec Gabriel Storm, mais surtout avec d'autres collaborateurs comme Lucien Rebatté, Jean Lucher, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Laval et Marcel Déat. Le 25 août, Marc Augy retrouve Chateaubriand et Gabriel Castelot, qui logent au Brenner's Hotel. Mais le front se rapproche aussi de Baden-Baden. Chateaubriand doit fuir de nouveau, direction un haut lieu de la collaboration, Sigmaringen. C'est à Sigmaringen, commune du Haut-Danube située à 200 km de Baden-Baden, que l'on retrouve la fine fleur de la collaboration, ainsi que le gouvernement de Vichy en exil. S'installant dans le château de la maison Hohenzollern-Sigmaringen,
la zone reçoit le statut d'extraterritorialité et devient une enclave française, où le drapeau tricolore est hissé devant le château. Arrêté par les Allemands le 20 août, le maréchal Pétain y arrive le 7 septembre, bientôt rejoint par Pierre Laval. Se sentant prisonniers, les deux hommes refusent l'exercice de toute responsabilité politique. Ce n'est pas le cas des ultras de la collaboration qui débarquent à leur tour. Ils sont tous là, Lucien Rebatté, Céline, qui écrira d'un château à l'autre d'ailleurs, Abel Bonnard, Marcel Bucard et Pierre Clémenty. Ils fondent un gouvernement en exil fantoche, composé de Fernand de Brinon, Marcel Déat, Joseph Darnan, du général Bridoux et de Jean Lucher. Chateaubriand et Gabriel Castelot ne s'attardent pas à Sigmaringen et ne participent donc pas à cette comédie. Ils prennent la route pour s'installer dans un petit village de Bavière. L'année 1944 touche à sa fin, et sur le front, la bataille des Ardennes commence. L'hiver s'endort sur toute l'Europe, et la mort se révèle à Chateaubriand. Le 30 décembre, il apprend la disparition de son grand ami Romain Rolland. Il est effondré. Parallèlement, en France libérée, l'épuration légale succède à l'épuration sauvage. Des intellectuels résistants et communistes demandent à l'État de pourchasser et de traduire en justice les écrivains jugés comme collaborateurs. Y figurent Charles Maurras, Henri de Monterland, Robert Brasillac, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieux-La Rochelle, Jacques Chardon, André Thérive, Armand Petitjean, Paul Morand, Marcel Jouhandeau et Alphonse de Chateaubriand. Le premier homme de lettres à être exécuté est le journaliste Georges Suarez, fusillé le 9 novembre 1944 au fort de Montrouge. Le 9 janvier 1945, Paul Chac, célèbre romancier, est passé par les armes. Et le 6 février 1945, c'est Robert Brasillac qui tombe sous les balles. Pierre Drieux-La Rochelle, se sentant acculé, préfère se suicider. Réfugié en Allemagne, Chateaubriand devine le sort qui l'attend s'il se décide à rentrer. Il pense aussi être sous la menace de la SS païenne. Il décide donc de fuir en Autriche, dans les montagnes du Tyrol. En France, le Conseil national des écrivains rédige une liste noire des intellectuels collaborateurs. Parmi celles-ci figurent 10 académiciens, 4 Goncourt et plus d'une centaine d'écrivains, de peintres et de sculpteurs. Chateaubriand figure évidemment sur la liste. La mise au banc littéraire est consommée, elle durera jusqu'à aujourd'hui. Au volant de sa Citroën, Chateaubriand et Gabriel Storm roulent en direction du Tyrol. Le 1er mai 1945, ils arrivent à Kitzbühel, affamés et épuisés, au milieu d'un flot de réfugiés hagards. Les magasins sont fermés et l'hôtel de ville ne peut garantir leur sécurité. Les Américains seront bientôt là. Un employé leur conseille une ferme isolée à 5 km de la ville, la ferme de Vimy. Le fermier les attend et la fermière ne semble pas surprise. Elle semble comprendre le français. Elle dit aux deux fugitifs qu'elle fut la servante d'une dame autrichienne qui était une grande amie de Romain Rolland. À la stupéfaction de Chateaubriand, même après la mort, Romain Rolland semble encore tendre la main à son ami de toujours. Le couple doit absolument rencontrer cette Autrichienne. Elle habite toujours à Kitzbühel. Elle s'appelle Hedwig Petzold. Son mari est mort en 1923. Elle a connu Romain Rolland en 1924 chez l'écrivain Stefan Zweig. La dame, d'abord méfiante, déclare « Au nom de Romain Rolland, soyez les bienvenus ». Dans le salon, une photo de l'écrivain signée est datée de 1936. Chateaubriand est enchanté de faire sa connaissance. Dans les jours qui suivent la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, la situation revient à la normale dans le village. Madame Petzold rend régulièrement visite à Chateaubriand, toujours caché à la ferme de Vimy. Mais sa présence met les fermiers en danger, et il faut bientôt envisager de nouveau le départ. Hedwig Petzold organise leur départ vers une cabane traditionnelle autrichienne qu'elle possède à 1850 mètres d'altitude. Alphonse de Chateaubriand et Gabriel Storm embarquent donc sur une charrette direction les hauts alpages autrichiens. L'auteur de La Brière découvre un autre monde enchanté, celui de la montagne. À l'arrivée de l'hiver, la propriété n'étant pas équipée pour résister à la rudesse du climat, Chateaubriand et Gabriel Storm redescendent donc la vallée et gagnent le village de Zeerit. Hedwig Petzold lui fait transférer tous les livres de Romain Rolland et il reçoit des leçons d'allemand. Mais il ne peut pas rester dans sa chambre jusqu'à la fin de ses jours, il doit pouvoir sortir. Une nouvelle identité doit donc lui être accordée. Hedwig Petzold fait jouer ses relations notamment à un ancien magistrat dont la femme donne des cours d'allemand à Chateaubriand. Ce magistrat approche une certaine Christa Heders, qui est proche de la veuve d'un octogénaire juif, Alfred Wolff. La veuve accepte de jouer le jeu et confie à Chateaubriand les papiers de son mari. Alphonse de Chateaubriand devient désormais officiellement Herr Professor Alfred Wolff. En France, Jean Lucher est passé par les armes le 22 février 1946. Le procès de Chateaubriand commence le 25 octobre 1948. Il est condamné à la peine de mort par contumace et à l'indignité nationale à vie. Un mandat d'arrêt, qui n'aboutira jamais, est lancé contre lui. Le 8 janvier 1949, les premiers symptômes de la maladie apparaissent. Chateaubriand déménage dans une annexe d'une clinique de Kitzbühel. Là, il se consacre à sa foi en s'imprégnant des récits de mystiques chrétiens.
Toujours attaché à la figure du Christ, il écrit sur la déchristianisation qui menace l'Occident. Étonnant visionnaire d'un phénomène qui va bouleverser la seconde moitié du XXe siècle. Jean Cocteau, qui restera son ami, lui rendra visite. Il écrit aussi de nombreux commentaires sur le rapport qu'il a entretenu avec le régime national-socialiste. Il reconnaît son aveuglement et son amertume. En voici quelques extraits. Tout d'abord, je n'ai jamais dénoncé à qui que ce soit aucun juif, ni aucun franc-maçon, mais n'ai fait que passer mon temps à essayer de les sauver. D'ailleurs, je n'ai jamais eu aucune animosité contre les juifs, parce que les juifs ne comptent absolument pour rien dans ma conception des causes de la décadence de notre civilisation d'Occident. Le national-socialisme eut, un instant, une vision des nécessités morales que réclamait l'époque. Mais l'effroyable marée de l'esprit grégaire libéré du principe de morale et des hiérarchies s'est répandue là comme ailleurs, avec ses cruautés massives et ses idéaux destructeurs et bornés. L'Allemagne, capable de grandes actions militaires, était incapable de jouer le rôle politique que l'Europe attendait d'elle. Il y a 10 ans, j'ai parlé de l'esprit du national-socialisme, mais le national-socialisme qui fut appliqué a été la négation de celui que j'exposais dans mon livre. Il avait cru en l'Allemagne, il s'était trompé, il avait été trompé. Il disait en 51, ce que Jupiter veut perdre, il les rend fous. Hitler était devenu fou, fou furieux. Il s'était rendu compte des défauts allemands vers la fin de l'occupation et surtout durant l'après-guerre. Ce fut pour lui une souffrance. Il s'était trompé non quant à la nécessité de cette Union européenne, mais il s'était trompé sur l'heure et la valeur des systèmes. Ce qu'il appelait « mes ignorances et mes désirs » l'avait précipité dans le gouffre. Il avait voulu construire un édifice sur des fondements déjà sapés. Hélas, les cartes étaient mauvaises, et il les avait crues bonnes. Il pleurait les crimes allemands. Lorsqu'il apprit à Kitzbühel ce qu'il avait ignoré jusqu'alors, ce fut un effondrement. Alphonse de Chateaubriand rend son âme à Dieu le 2 mai 1951 à l'aube. Il est enterré à Kitzbühel sous le nom d'Alfred Wolff jusqu'en 1956, puis sous son véritable nom. Les journaux français moqueront sa mort, certains iront même jusqu'à le calomnier. Le Monde aura la courtoisie de faire apparaître le droit de réponse de son fils, Robert, rappelant que son père ne fut, à aucun moment de sa vie, un antisémite. Son fils, Robert, va effectuer un travail de mémoire considérable pour regrouper et déchiffrer tous les écrits de son père. Dès 1951, quelques mois après son décès, paraît aux éditions Grasset Lettres à la chrétienté mourante, rédigé entre 1930 et 1938. D'autres ouvrages suivront, notamment sa correspondance de guerre. Quant à Gabrielle Storm, elle publiera sous pseudonyme Histoire d'une amitié en 1962. Elle décède en 1968. Son livre maudit, La gerbe des forces, a fait l'objet d'une réédition en 2002. Avec cette conférence, mon souhait premier a été de vous faire découvrir Chateaubriand. J'estimais sa mise à l'écart de l'histoire indigne. Chateaubriand, grand romancier de son époque, n'est point qu'un simple écrivain, mais un poète vibrant de la réalité, un explorateur en quête d'essence mystique, un chrétien fervent, un homme tout entier. En chaque mot qu'il a tissé, en chaque aventure qu'il a vécue, en chaque égarement qu'il a connu, résonnent des échos familiers en nous. Sa quête, qui transparaît dans la prière, puis dans la réponse du Seigneur, a été longue et sinueuse, mais peut-être, dans son sommeil éternel, bercé par les montagnes autrichiennes, a-t-il trouvé la clé de l'énigme de son existence. Mon deuxième objectif a été d'essayer de vous montrer que l'histoire est complexe, et que le regard que nous portons sur cette période ne doit pas céder au manichéisme de notre époque. Ainsi, on s'aperçoit que sa vie a été plus nuancée qu'une simple collaboration. Il a été aveuglé par son pacifisme et par la recherche d'une paix européenne à l'heure allemande, mais il a aussi participé à sauver des otages français. Il a regretté avoir suivi Hitler et de ne pas avoir compris plus tôt que l'unité européenne devait reposer sur des valeurs bien différentes que celles du national-socialisme. Son parcours est similaire à de nombreux pacifistes de gauche qui se sont retrouvés au premier rang de la collaboration. Sur ce sujet, je vous invite à lire les travaux de Simon Epstein. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Cercle Occident. Abonnez-vous.